Aujourd'hui, on va parler de l'approche assez impressionnante du Sukhoi 33 à bord de l'amiral Kuznetsov, le porte-avions russe, et ça ressemble à ça. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Essai, pas essai, tentative, je sais pas, mais on va étudier un petit peu en détail. Et on va faire ça autour de 3 points. On va étudier rapidement le porte-avions russe, ensuite le Sukhoi 33, et derrière, on va s'intéresser un petit peu à cette approche pour le moins originale. Checklist avant catapultage, on s'abonne, on met un pouce en haut ou en bas si vous m'aimez pas, et jingle. Le porte-avions russe, il y a eu différents noms, Riga, Léonid Brejnev, Tbilisi, désolé, je ne sais pas le prononcer, une ville en Géorgie, maintenant Amiral Kuznetsov. Il a été lancé en 1985 sous le nom de Brejnev avant de passer Tbilisi, puis après Kuznetsov. Kuznetsov qui n'est autre qu'un grand amiral très connu chez nos camarades russes. C'est un gros porte-avions, 43 000 à 58 000 tonnes, plus de 305 mètres de long, donc c'est plus gros que le Charles de Gaulle qui fait 40 000 tonnes et 261 mètres de long. Il n'a pas été construit seul, il a été construit en Ukraine, à l'intérieur de la mer Noire, et il a été fabriqué avec un sister ship, avec un deuxième bâtiment, qui s'appelait le Taryag, qui a fini vendu par les Ukrainiens aux Chinois et qui est devenu le fameux Liaoning, qui est le nom d'une province chinoise, qui est le premier porte-aéronef chinois qui d'ailleurs fabrique beaucoup de porte-avions en ce moment. Le Kuznetsov, c'est pas un porte-avions. C'est, pour être précis, un croiseur qui porte des avions. Aircraft Carrying Cruiser. Pourquoi ça a toute son importance? À cause de la convention de Montreux qui stipule qu'au niveau du passage entre la Méditerranée et la mer Noire, c'est des eaux territoriales russes, pour pouvoir traverser, eh bien c'est interdit aux porte-avions. Donc imaginez fabriquer en mer Noire un porte-avions qui est à tas de sortie, ça serait dommage. Donc les Russes ont décidé de faire Aircraft Carrying Cruiser, personne n'aura jamais repris ce terme-là. Et le terme croiseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'armement. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Alors, faites pas chier. Et en termes d'armement, ils font assez fort quand même, nos camarades. Il y a 12 missiles P700 Granit qui font 7 tonnes chacun, qui servent à couler des bateaux. Il y a 192 missiles anti-aériens du modèle un peu équivalent à ce qu'a abattu un 737 en Iran en début d'année 2020. Il y a également des capacités anti-sous-marines, il peut tirer des sortes de munitions anti-sous-marines. Bref, c'est vraiment un croiseur, et en plus il porte des avions. Par contre, pas de catapulte, c'est du décollage sur le ski jump, donc il va falloir que l'avion accélère, mette la post-combustion, il est retenu au niveau des roues, et là il est libéré au niveau des roues, il va pouvoir accélérer, il prend la rampe de lancement, il décolle, et forcément ça a un impact sur l'emport, que ce soit en carburant ou en armement possible. Par contre, pour le retour à bord, là il a 4 brins d'arrêt, un petit peu à l'américaine, et de ce côté-là c'est assez classique. Le porte-avions a été pas mal endommagé suite à un incendie il y a quelques mois. La grande question est, est-ce que les Russes vont investir dans un nouveau porte-avions, ou est-ce qu'ils vont essayer de réparer le Kuznetsov qui n'est quand même pas tout jeune, il date de 85, donc ça lui fait plus de 30. Le Sukhoi 33, l'avion qu'on voit, c'est le flanqueur D, c'est la version navalisée du Sukhoi 27, qu'on appelle aussi une version K, K pour Korabelny. Bon, je vous ai dit, je ne sais pas parler russe. Ça a remplacé les Yak 38 qui étaient des sortes de Harrier en moins bien en russe. Et également, donc dans la chasse embarquée russe aéronavale, on a donc des Sukhoi 33 et des MiG-29K. Il n'y en a pas beaucoup, on parle d'une trentaine d'aéronefs en tout, c'est des petits nombres, c'est pas comme l'US Navy et sa dizaine de porte-avions. La conception remonte à la fin des années 80, début des années 90. On a un premier catapultage par Viktor Pougatchev qui date du 1er novembre 89, où ils ont eu des petites blagues. Pourquoi? Parce que quand les déflecteurs se sont levés, qu'ils ont mis la pleine post-combustion avec les moteurs du Sukhoi 33, au bout de 6 secondes, toutes les conduits de refroidissement à l'intérieur du déflecteur qui se sont mis à casser. Et oui, ce déflecteur, ça sert à pousser le jet d'air chaud qui sort des moteurs, mais pour pas que ça fonde ou pour pas que ça monte trop en température, c'est refroidi. Il y a à l'intérieur des canalisations. Et là, ça montait tellement de température que l'eau à l'intérieur de la canalisation bouillait, et du coup, forcément, ça posait des soucis structurels. Il a fallu décaler un petit peu tout ça.
Tout ça pour dire qu'il y a des modifications entre un Sukhoi 33 et un Sukhoi 27. Les ailes sont plus grosses, on veut plus de portance justement à cause de ce type de sortie de pont. On veut une capacité de ravitaillement, c'est indispensable dans la marine. Si vous n'arrivez pas à vous poser, il faut que vous puissiez ravitailler. On veut des moteurs plus puissants, on a des canards qui permettent une sustentation à vitesse plus faible, et on a un train forcément qui est renforcé parce que l'appontage, on n'arrondit pas, on impacte assez fort, donc il faut que l'avion puisse le supporter. Avion qui est lourd, hein. On parle de 18 tonnes à vide pour un Sukhoi 33, quand on parle de 10 tonnes à vide pour un Rafale, et de 33 tonnes en masse maximale. Encore, j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse être catapulté à 33 tonnes, et des moteurs qui poussent beaucoup, c'est des moteurs qui poussent plus de 12 tonnes chacun. Les Chinois ont une version du Sukhoi 33 qu'ils appellent le J-15. En termes d'armement, qu'est-ce qu'on a? Canon de 30 mm avec 150 obus, de l'armement RR classique, infrarouge ou Fox One, et également toute une palanquée de bombes ou de missiles air surface ou air sol. Maintenant, regardons un petit peu en détail l'approche. Donc on a le Kuznetsov qui est en mer, des bonnes conditions. Hein, le ciel est gris, mais ça reste des conditions à vue. Il n'y a pas de mer, il n'a pas l'air d'aller très vite parce qu'on ne voit pas vraiment de traîner derrière le porte-avions. On voit une approche qui a l'air assez stabilisée. Je ne vois pas les officiers d'appontage, mais... et là, ouf. Ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Donc quand on voit ça, à quoi on pense? Il n'y a pas d'autres aéronefs, il n'y a rien qui traîne sur le pont, donc il y a différentes possibilités. Une des possibilités, c'est que ce sont des essais qui sont réalisés et qu'ils ont voulu tester peut-être quelque chose au dernier moment. Peut-être que c'est un test, peut-être que c'était volontaire. Ça, c'est théorie numéro 1. Théorie numéro 2, c'est une remise des gaz tardive. Donc, on va regarder un petit peu plus dans le détail cette fameuse remise des gaz tardive. En fait, au moment où il passe l'arrière du bateau, il commence son action à tirer. Normalement, en cas de remise des gaz, on ne veut pas tirer aussi fort comme ça sur l'arrière. Donc, peut-être qu'il était nerveux. Mais là, vraiment, il y a cette montée très forte en assiette là, qui est vraiment impressionnante. On voit le travail des élévateurs. On voit derrière que ça travaille beaucoup au niveau des commandes. On monte vraiment au maximum. Et si on regarde de manière très précise, très zoomée, on voit que la crosse donne l'impression de toucher le sol. Donc, la qualité d'image n'est pas exceptionnelle, hein, mais on voit que ça touche un petit peu. Et là, il y a différentes possibilités qui sont possibles. Peut-être que la crosse s'est abîmée au bout, peut-être que la crosse n'est pas une crosse normale parce que c'était des essais, du coup ça touche. Peut-être que ça vient toucher entre les différents brins sans jamais toucher un brin, ou peut-être que ça touche le haut des brins, que ça les fait claquer, et d'où ces images, mais sans pour autant ça ne prend pas le brin. Maintenant imaginez si avec cette énergie-là, il prenait les brins, il y a de grandes chances que ça ait un impact. Peu probable ça arrache la crosse, peu probable, hein, c'est quand même costaud. Plus probable ça va plaquer l'avion au sol, ça va en tout cas amener un fort mouvement de décélération, que l'avion ne va pas du tout aimer, ça risque de finir sur un aplatissement de l'avion sur le pont d'envol. Si on regarde encore une fois les images, donc cette grosse montée d'incidence, et boum, on voit que ça touche 1, 2, 3 fois au sol avant de repartir, et si on regarde vraiment dans le détail, on voit un mouvement de la crosse. Les crosses, normalement, c'est poussé vers le bas pour éviter qu'elles ne rebondissent. Il y a une force sur les avions occidentaux qui vient maintenir cette crosse vers le bas pour éviter que ça rebondisse, mais là, dans ces conditions-là, tout simplement, j'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas quelque chose de classique, c'est pas quelque chose qu'on va faire d'habitude, c'est extrêmement rare, c'est très impressionnant. La question se pose de savoir, est-ce que c'était dans le cadre d'essai? Est-ce que la crosse a vraiment touché? Mais qu'est-ce qui pourrait amener ces sortes de gerbes sur le pont? Vous allez me dire peut-être les moteurs, mais moi je le vois mal réagir comme ça. On a vraiment l'impression que ça tac, que ça tape. Donc je pense que le débriefing a ressemblé à ça. Je pense qu'ils ont fait attention et qu'ils ne font plus de remise des gaz au dernier moment. Généralement, vous laissez approcher l'avion et il y a un moment à partir duquel c'est plus vraiment le temps d'ordonner une remise des gaz à cause de situations comme ça. Donc je pense que c'est l'exemple parfait de la dangerosité dans l'aviation navale d'une remise des gaz vraiment au dernier moment. On a vraiment cet instant critique où ça peut être pire que bien. Personnellement, j'ai déjà vu une remise des gaz dernier moment en Rafale. C'était sur un vol de convoyage entre l'Andivisio et le porte-avions au large de Hyères. Moi j'étais avec Airbus, avec Avia. On a vu apparaître le Rafale qui arrivait en finale et là il y a un personnel de pont qui a traversé. Il y a eu une
ordre de remise des gaz pour le pilote qui l'a faite et c'était pas aussi impressionnant que ça. On a vraiment vu l'avion là où on n'est pas habitué à le voir vraiment très proche, c'est pas passé très très loin, c'était assez impressionnant. Il y a eu un débriefing pour le personnel de pont qui a bien compris que c'était pas une bonne idée ni une situation d'avenir de traverser devant un Rafale de 15 tonnes ou 13 tonnes en approche. Donc ils n'ont pas refait du reste de la sortie. Voilà, encore une fois, la remise des gaz, oui, sur porte-avions. Attention, remise des gaz au dernier moment, ça peut être pire que tout. De manière générale, vous êtes pilote privé, vous êtes pilote en simulateur ou autre, la remise des gaz, c'est toujours une bonne chose. Il n'y a pas assez de remises des gaz qui sont effectuées chaque année. N'hésitez pas à remettre les gaz pour la sécurité. Gardez juste un œil sur votre pétrole. Allez, stay safe, fly safe et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et partagez la vidéo, c'est quand même sympa. Allez, ciao.